Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain et sur les ondes de Radio Axe Sud pour un nouveau numéro de Zoom sur l'actu et un numéro particulier puisque c'est le dernier de la saison avec les chroniqueurs du Journal Toulousain. Aujourd'hui, Johan Rovita. Johan, bonjour. Salut Thomas. Alors Johan, donc conseiller national des jeunes populaires et également depuis peu porte-parole. C'est ça. Alors Johan, on est obligé d'en parler puisqu'on t'a vu en photo avec Nicolas Sarkozy cette semaine. Ouais. Donc tu l'as rencontré à Paris, on peut en parler? Oui, on peut en parler. Oui, j'étais avec lui mercredi dans les bureaux rue de Miroménil pour un petit échange pendant 1h30 avec Brice Hortefeux, Nadine Morano, Christian Estrosi. Alors voilà. Sauf que depuis qu'il t'a vu, ses comptes ne sont plus à jour. J'espère que c'est pas de ma faute quand même. Donc comment tu réagis à cette nouvelle et à ces fameux comptes de campagne? Je m'interroge beaucoup sur l'avenir de l'UMP financièrement parlant. D'accord. Voilà. Donc on va suivre ça dans les jours qui arrivent. Rémi Vincent, Rémi, mes hommages, mes respects, tout va bien? Bonjour à tous. Oui, tout va bien, oui, toujours. Rémi, toujours secrétaire départemental du parti de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et membre du Front de gauche avant tout. Et membre du Front de gauche, à chaque fois il le rappelle, avant tout. C'est important. Mais on doit le dire, puisqu'on parlait de l'actualité de Johan et sa visite à Nicolas Sarkozy, tu es devenu le porte-parole de la liste gauche rassemblée à Colomiers, la liste menée par François Dumas. Oui, exactement. Dans le cadre d'un accord politique entre le Front de gauche et les citoyens socialistes qui sont en rupture avec la municipalité et avec l'appareil columérin, on a décidé d'aller ensemble sur la même liste pour les élections municipales. Donc c'est une belle aventure qui commence et j'ai l'honneur d'en être le porte-parole. Super, on suivra ça aussi attentivement dans les mois qui arrivent. Comme tous les mois, nous recevons une personnalité politique. Nous avions commencé avec François Briançon du Parti Socialiste, avec Serge Larose du Front National et on reçoit ce soir Éric Mouton de l'UDI. Éric, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue ici auprès de nos chroniqueurs. On va parler de l'actualité nationale de l'UDI, mais aussi de l'actualité municipale et bien sûr de ces fameuses élections qui arrivent en mars 2014 et de la candidature de Christine de Vérac. La première question, Éric, c'est plutôt d'ordre national. L'UDI est un jeune parti. Est-ce que c'est compliqué de se faire une place dans le paysage politique français quand on a 8 mois d'existence? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on cherche toujours la légitimité. C'est pas facile de bousculer les habitudes, c'est pas facile de bousculer les schémas, les blocs traditionnels qui s'opposent. Et pourtant, je crois que dans l'avenir, la force de synthèse et la force de consensus qu'on est capable de représenter est, à mon sens, la seule solution crédible et viable pour sortir de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Nos chroniqueurs vont vous interroger pendant près d'une heure. On commence par parler donc de l'UDI au niveau national. Qui veut commencer, messieurs? Johan, Rémi? Oui, moi je peux, oui. J'ai une question concernant l'Europe. On entend souvent que l'un des chevaux de bataille du centre et l'une de ses singularités, on va dire, par rapport à soit la droite quand c'est le centre droit, soit la gauche quand c'est le centre gauche, c'est une vision de l'Europe qui me semble, moi, un peu idéalisée et un peu coupable quand on voit que c'est aujourd'hui l'Union européenne qui impose tous ces plans d'austérité qui mettent les peuples à genoux et qui jusqu'à maintenant n'ont fait qu'aggraver la crise parce que plus personne ne pense que l'austérité est la solution à la crise et plus personne ne pense qu'on va vraiment rembourser notre dette. Alors je voulais savoir, vous, en tant qu'européiste ou eurobéa ou euro à fond, je ne sais pas comment vous qualifiez. Eurobéa, ça c'est pas mal. Eurobéa, voilà. Selon vous, en quoi l'Union européenne aujourd'hui protège vraiment les citoyens et les peuples de la crise financière ? Personne n'a eu la bouche ouverte chez nous face aux problématiques européennes d'abord, et il s'agit d'être pragmatique. C'est effectivement assez facile d'appliquer la stratégie de l'Europe bouc émissaire en expliquant que c'est la faute de l'Europe quand ça ne va pas. En revanche, quand on construit un Airbus ou quand on vend du matériel technologique, on dit que l'Europe c'est magnifique. L'Europe, elle n'est pas à géométrie variable. Elle est surtout le reflet de ce que l'on est, et elle est surtout ce que nous en faisons. Elle est avant tout gérée par nos élus, par les présidents, par les ministres qui se réunissent en conseil, et c'est eux qui impulsent la politique européenne
pas du tout, comme on le dit parfois, la Commission. Alors l'Europe est là pour nous rappeler nos obligations. C'est nous qui nous sommes mis dans une situation de difficulté financière. Ce n'est pas l'Europe qui nous y a placés. Aujourd'hui, on a signé des critères de convergence. On les a signés sans que personne nous force. On nous demande simplement de respecter notre signature. C'est la seule obligation qu'on nous fait. Et je crois qu'il y va de notre crédibilité que de faire l'effort nécessaire pour respecter nos engagements. Et selon vous, donc les mesures de crédibilité, de rigueur, d'austérité, on peut l'appeler, ça désigne les mêmes processus et les mêmes politiques économiques. Vous pensez que c'est en continuant à assécher les finances publiques et les dépenses publiques qu'on va sortir de la crise, ou est-ce que selon vous, il ne faudrait pas, par exemple, des plans de relance, de l'augmentation du pouvoir d'achat, un peu de protectionnisme au niveau européen? Vous pensez vraiment que c'est la bonne voie que prend l'Europe pour sortir de la crise? Nous, bien sûr qu'on est favorable à l'augmentation du pouvoir d'achat, évidemment. Le problème, c'est que ça ne se décrète pas, le pouvoir d'achat. Ah si, on peut augmenter les salaires. On peut augmenter les salaires, mais avec l'argent de qui? Avec l'argent de l'emprunt, avec l'argent de nos enfants, de nos petits-enfants. Des entreprises. Oui, mais le capital, c'est aujourd'hui lui qui nous permet, sous perfusion, de pouvoir payer les salaires des fonctionnaires. C'est lui qui nous permet de pouvoir faire marcher nos grandes infrastructures, parce que sans les emprunts d'État, sans les souscripteurs français et surtout étrangers, sans les marchés financiers, aujourd'hui, on n'a pas de finances publiques saines qui nous permettent d'évoluer en autonomie. Donc effectivement, c'est compliqué. Effectivement, c'est difficile d'accepter des règles qui nous sont quelquefois imposées par ceux qui sont finalement nos banquiers. Mais les banquiers ne sont pas responsables de ceux qui s'endettent. Ils ne sont pas élus, par contre. Ils ne sont pas élus, mais ils sont là pour aider ceux qui se sont mis seuls dans une difficulté financière. Donc les banquiers sont là pour nous aider, selon vous? Il ne s'agit pas de savoir s'ils sont là pour nous aider ou pour nous enfoncer. Non, mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les banques, les marchés financiers, au-delà des banques, sont indispensables pour financer nos équipements et pour pouvoir régler notre dette. On ne peut pas faire sans. L'État n'a plus aucune ressource, selon vous, ne peut pas lever l'impôt, on ne peut pas réactiver les banques nationales, les banques centrales. Ouais, mais si on lève l'impôt, on affaiblit le pouvoir d'achat. À ce moment-là, on est en contradiction avec ce que vous souhaitez et ce que nous souhaitons aussi, c'est-à-dire l'augmentation de ce pouvoir d'achat. On va chercher où les ressources supplémentaires? Juste avant de laisser la parole à Johan, comment expliquer aujourd'hui la mauvaise image de l'Europe auprès de l'opinion? On a parfois même l'impression que l'Europe prend des dispositions qui sont contre nos intérêts, ou en tous les cas contre notre vie quotidienne. Comment expliquer cette image? C'est une impression, moi je crois, pardon de le dire, mais qui est relayée par beaucoup de personnel politique, parce que c'est électoralement plus facile de dire la difficulté est générée par la problématique européenne. Nous, en tant qu'élus proches du peuple, on est prêt à vous aider, mais Bruxelles, mais Strasbourg nous impose des contraintes insupportables, et donc c'est la faute de Bruxelles ou de Strasbourg qui légifère trop sur tout et n'importe quoi et qui nous impose trop de sacrifices. Mais l'Europe, c'est aussi la réciprocité dans les échanges internationaux, c'est aussi le Small Business Act à l'européenne pour protéger nos PME. Ce sont des millions de PME en Europe qui vont petit à petit être davantage protégées par ces mécanismes mis en œuvre en 2008 et élargis en 2011. L'Europe est aussi là pour protéger notre tissu économique et pas seulement pour nous serrer la corde autour du cou. Et vous pensez qu'on remboursera notre dette un jour ou l'autre ou pas? Ou vous reconnaissez devant le micro, comme le disent tous les économistes sérieux, même de droite et même libéraux, qu'on ne pourra jamais rembourser même Patrick Aubin, qui n'est pas là ce soir. Même Patrick Aubin, même François Langlais, le grand marxiste de France 2. Je ne sais pas. Nous n'avons pas de dogme de remboursement de la dette. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour un jour rembourser notre dette? La question, c'est que moins on a de dettes, plus on a de leviers d'action. Voilà, la réalité économique, elle est là. Donc il ne s'agit pas de dire je vais baisser la dette parce que j'ai décidé de la baisser. Il s'agit de donner à nos enfants, à nos petits-enfants, des leviers d'action pour les retraites, pour les salaires, pour les investissements d'avenir. Et ça ne pourra se faire qu'en assainissant nos finances publiques. Sinon, on est forcément dans une impasse. La parole est à l'UMP et à Johan. Moi, petite question, comme dit Thomas, cuisine politicienne. J'adore. Sur les relations entre l'UMP et l'UDI. Quand on va dans une réunion militante à Ramonville, on voit que l'UMP et l'UDI, ça fonctionne très bien, ça travaille ensemble, ça avance et ça n'a qu'un adversaire, la gauche. Quand on lit les journaux et qu'on regarde ce qui se passe à Toulouse, c'est pas vraiment le cas. Première question, est-ce que l'UDI et l'UMP doivent travailler ensemble au niveau national? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que l'UDI n'est pas simplement en train de récupérer le peu de déçus qu'il y a de l'UMP? L'UDI ou les partis du centre ont toujours
travailler d'une manière ou d'une autre avec les autres partis de droite. Ce sont des alliés naturels qui ont toujours discuté, qui ont toujours travaillé ensemble, qui ont des valeurs qui sont parfois communes, souvent voisines, qui ont donc vocation à se rencontrer sur telle ou telle thématique. Il n'y a pas de difficulté majeure de relation entre l'UDI et l'UMP. Donc ça, c'est votre différence avec le MoDem de François Bayrou? Oui, c'est notre différence avec le MoDem de François Bayrou. Nous, aujourd'hui, on essaie de se fédérer autour d'idées. Voilà. C'est l'idée de l'UDI, l'idée du centre, c'est nous avons le sentiment que la politique évolue aujourd'hui, qu'il n'y a plus de famille politique figée, qu'il y a des grandes thématiques sur lesquelles on peut se retrouver. Voilà. On peut faire consensus pour essayer d'avancer ensemble. Et ce consensus, il peut se trouver sur le centre droit, sur la droite, sur le centre gauche, sur des questions particulières où on a vocation, et c'est la nouvelle façon, à mon avis, de faire de la politique. C'est pas de dire, nous, on a une ligne politique et on n'en sortira pas, on est fidèle à nos engagements. C'est de dire, la société évolue, il y a des questions qui se présentent, on les traite au cas par cas, et si on peut réunir des majorités différentes, d'où qu'elles viennent, sur des questions pour faire avancer ces grandes questions de société, on les recherche et on les trouve. Vous n'avez jamais été gêné par une tendance qu'on a observée durant le dernier quinquennat, on appelle ça droitisation communément, mais par exemple les positions portées par la droite forte ou certains élus UMP qui pensent à un rapprochement factuel avec le Front National, mais qui l'ont déjà fait idéologiquement. Vous n'avez jamais été gêné avec ça, ou ça fait partie des raisons qui poussent à aller à l'UDI plutôt qu'à l'UMP? Il est évident qu'il y a une différence de doctrine générale entre ce que vous appelez ceux qui participent de la droitisation de l'UMP et ceux qui sont à l'UDI. Nous ne partageons absolument pas cette volonté de droitisation de certains qui ne correspond pas aux valeurs qui sont les valeurs du centre depuis 2 siècles, ça c'est évident. Pour répondre à la question franche tout à l'heure de Johan, est-ce que l'UDI finalement, plutôt que de rallier des gens à sa cause, ne récupère pas des déçus de l'UMP? C'était la question. Non, mais ça c'est pardon de Thomas, mais ça c'est l'ancienne façon de voir la politique. C'est-à-dire il y a des blocs, il y a des familles, et voilà, on fait un mercato, on passe de l'un à l'autre, on trahit, on rallie. J'entends ici ou là ces formules, mais c'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui, à un certain moment, se retrouvent dans un courant de pensée, qui estiment que ce courant de pensée est à un moment donné le courant de pensée qui correspond à ce qu'ils veulent, et donc ils rejoignent cette famille de pensée à ce moment-là. Il ne s'agit pas de dire on récupère les déçus d'ici ou les mécontents de là. Il s'agit simplement de construire un programme, de véhiculer des valeurs et de rassembler autour de ça, tout simplement, sans se poser de questions. Alors je suis étonné que Johan ne réponde pas à la question de la droitisation de l'UMP, toi qui es plutôt proche de la droite forte. Non, mais j'ai toujours dit que pour moi, il n'y avait pas de cette question de droitisation. Rémi nous la sort à toutes les émissions. C'est pas parce qu'on assume des valeurs et qu'il n'y a pas de thématiques qui appartiennent au Front National, d'autres qui appartiennent à l'UMP. Il n'y a pas des thématiques... C'est pas ça, mais c'est que dans les thématiques portées par l'UMP, il y a eu un glissement. Et là, à la limite, je vais essayer de même pas juger moi-même, mais tout le monde le reconnaît qu'il y a eu un glissement idéologique entre les années 2000 et les années Sarkozy. Il y a eu entre la gauche Chirac et la gauche Sarkozy, Morano, Lefebvre et compagnie, il y a un glissement. La question de l'islam, de l'identité nationale, de l'immigration n'était pas aussi portée par la droite il y a 10 ans. Donc il y a un vrai glissement. C'est pas parce qu'on aborde une thématique qu'il était peut-être moins avant qu'on glisse vers le Front National, je pense. Je pense que vous avez levé les digues et qu'avec l'échec de la gauche actuelle, vous faites partie des responsables de la montée du FN. Parce que vous avez monté les digues et vous avez fait du FN, des idées respectables comme les autres, comme tu viens de le dire. Pas du tout, c'est pas les idées du FN, Rémi, c'est les problèmes que le Front National monte du doigt et sur lesquels ils n'ont pas de solution, c'est pas des problèmes qui leur appartiennent. Donc ce qui monte du doigt, comme l'immigration, c'est un problème? Ou l'islam? Parce que c'est ce que montre du doigt le Front National. Vous n'avez pas les mêmes réponses, mais c'est un problème. Ça fait longtemps que Rémi et Johan ne s'étaient pas échappés. Non, mais parce que Johan me dit que le FN... Alors ça, c'est la nouvelle formule à l'UMP. Le FN montre les bons problèmes et ne donne pas les bonnes solutions. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen dit qu'il y a trop d'immigrés et trop de musulmans en France, vous pointez le même problème et vous n'apportez pas les mêmes solutions. Et vous pointez le même problème. Il y a trop d'immigrés et trop de musulmans en France. C'est pas du tout ce que je viens de dire, Rémi. La question, c'est, et je pense qu'on peut se poser les questions de l'immigration en France, de l'islam en France, de l'islam de France, sans forcément s'appeler Marine Le Pen. Non. Et est-ce que tu penses qu'il y a trop d'immigrés en France ou que l'islam est un danger pour l'identité nationale? Mais non, mais est-ce que tu le penses? Est-ce que je pense qu'il y a trop de musulmans en France? Ou trop d'immigrés? Est-ce que mais déjà pour moi, il y a quand même une différence entre immigrés et musulmans. Donc est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France selon toi? Non, la question pour moi elle est pas là, la question elle est de l'intégration surtout. Tu veux pas répondre? Moi je te dis que non, et toi oui ou non? Alors justement, vu de l'UDI, Eric, est-ce qu'il y a réellement une droitisation de l'UMP? Parce que
Tu l'évoquais un peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a une droitisation d'une frange de l'UMP en tout cas. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les réunions de l'UMP, je ne suis pas dans les cercles de réflexion. On voit effectivement certaines prises de position qui sont des positions assez fermes sur le terrain de la sécurité, notamment, voire sur le terrain de l'immigration, vous venez de l'évoquer, sur des questions de société. On voit qu'il y a aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un peu à l'image de cet exécutif bicéphale qu'il y a finalement à l'UMP aujourd'hui, malgré les élections. On voit Copé-Fillon, ça va au-delà, me semble-t-il, d'un combat de personnes. Copé-Fillon, c'est une dissociation d'idées. C'est une séparation entre deux courants de pensée qui me semblent assez éloignés, en tout cas de plus en plus éloignés. Et j'ai le sentiment que l'après-Sarkozy à l'UMP va être difficile, et il va être difficile parce déjà, que... il va être difficile au niveau bancaire, déjà. Bon, au-delà des péripéties des comptes de campagne, ça va être compliqué de trouver une synthèse à l'UMP, parce qu'effectivement, il y a une frange dont on voit que derrière Jean-François Copé, elle a une doctrine plus ferme, mais il y a une frange, semble-t-il, en tout cas, plus humaniste, plus européenne, qui semble se dessiner chez Fillon. Alors, moi, je ne suis pas à l'UMP, je n'ai pas vocation à commenter ce qui s'y passe, mais j'ai effectivement le sentiment qu'il y a deux courants forts aujourd'hui qui ne tendent pas tout à fait dans la même direction. Mais peut-être que Johan me contredira sur ce terrain-là. Johan, tu veux répondre ? Non, sur Copé-Fillon, je pense que c'est deux... La question, c'est sûr, sur les valeurs et sur les idées. C'est surtout pour moi deux façons... Alors, j'aime pas cette expression, mais deux façons de voir la politique, du moins. Je pense que Copé est plus, c'est clair, cash que Fillon. Après, les solutions, je ne suis pas persuadé que derrière, elles soient profondément différentes. Alors par contre, Eric, il faut que tu nous aides à y voir clair, parce qu'on ne comprend plus où est le centre. Si on prend l'UMP, si j'ai bien tout suivi, il y a un courant centriste et humaniste. Il y a eu le vote des motions, donc la dernière fois. Donc ce courant a été présenté par Jean-Pierre Raffarin et Luc Châtel pendant cette élection. Mais on a aussi donc l'UDI de Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, Ramayad, etc. Mais on a aussi le MoDem de François Bayrou. Alors le centre, c'est quoi ? Il est où ? Et à quoi il sert ? Alors ça, c'est une question supplémentaire. Mais encore une fois, il faut sortir des codes traditionnels et des schémas figés, arrêtés, pour des périodes comme ça, des quinquennats, des septennats, avec des familles bien établies. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une restructuration à droite, on voit qu'il y a, j'ai envie de dire, presque une restructuration aussi à gauche, avec des difficultés de part et d'autre et la coexistence des courants. Et il y a le centre qui, peu à peu, trouve sa place qui est une place naturelle, et qui est, comme je disais tout à l'heure, une force de synthèse, donc qui va fédérer autour de ceux qui ont des valeurs communes, un certain nombre d'adhérents, un certain nombre de chefs d'entreprise, d'intellectuels. On va chercher un peu partout ceux qui sont volontaires, ceux qui ont envie de travailler, ceux qui partagent nos idées et nos valeurs, et on va les fédérer autour de nous. On ne se pose pas aujourd'hui la question, franchement, de savoir si un tel est au MoDem, un tel est dans un autre parti. Dans le staff de campagne de Christine de Vérac, on va en reparler. Bon, vous avez des MoDem, vous avez des centristes, vous avez des gens de l'UMP qui viennent lui apporter son soutien. Bon, voilà, je veux dire, il n'y a pas aujourd'hui d'exclusive. Il y en a en sens inverse aussi. Il y en a évidemment, et c'est très bien, ça donne une respiration politique. On fait le mercato, c'est de saison, faisons le mercato, on verra bien à la fin du championnat quels ont été les recrutements efficaces et quels sont les recrutements qui ont été plus annoncés que fédérateurs. Et en un seul argument, entre quelqu'un de droite qui hésite à aller entre soit l'UMP, soit l'UDI, pour vous, le clivage fondamental, c'est quoi ? S'il dit, je me sens proche des idées de droite, je suis plutôt libéral économiquement, est-ce que j'adhère à l'UMP ou à l'UDI ? Pour vous, c'est quoi, quel critère ? Pour moi, l'UDI, l'avantage de l'UDI, c'est qu'on n'est comptable aujourd'hui d'aucun inventaire et on est prisonnier d'aucun dogme et d'aucune doctrine serrée. Enfin, vos deux chefs, Jean-Louis Borloo et Hervé Morin, ont quand même participé au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et Ramayad. Ils ont participé au gouvernement de Sarkozy, mais enfin, ça n'en fait pas non plus des solidaires absolus de la situation actuelle. Vous êtes critique à quel point ? Et puis, il ne nous aura pas échappé que depuis un an, il y a un autre gouvernement qui a été mis en œuvre. Vous êtes critique à quel point du quinquennat Sarkozy ? Quel bilan vous faites ? Est-ce qu'il y a eu des grosses erreurs ?
Il y a eu dans le bilan Sarkozy tout un tas de choses positives, des choses qui l'ont été moins, évidemment, des choses qui n'ont pas été menées suffisamment vite, d'autres qui ont été menées d'une manière trop ferme, d'autres qui ont été menées avec, une rapidité politique qui n'était peut-être pas dans le bon tempo. Bon, je pense que à un moment, quand il s'est agi de la réforme du remplacement d'un fonctionnaire sur 2. L'efficacité, par exemple, de cette mesure a été contestée en finances publiques. Vous ne l'auriez pas fait, finalement ? Je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, je n'ai pas, moi, les compétences pour vous dire, chiffres en main, c'est une mesure qui a permis d'économiser beaucoup d'argent. J'ai entendu des économistes dire que cette mesure n'a pas eu les effets escomptés sur les finances publiques. Alors, je ne suis pas expert, je ne connais pas les chiffres, je ne sais pas si ça a été suffisamment efficace ou pas. En tout cas, ça a été peut-être un peu clivant à un certain moment et peut-être que l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. Alors, ce n'est pas une critique que je formule au gouvernement Sarkozy aujourd'hui. Je dis que c'est, par exemple, chez les fonctionnaires, chez les agents publics, c'est quelque chose qui a été très mal vécu, très mal compris et peut-être mal expliqué et peut-être mal mis en œuvre. Mais je dis bien que... Il y a trop de fonctionnaires pour vous aujourd'hui en France ou il faut dégraisser le mammouth ? Oui, mais il ne faut pas aller dans la polémique. Hein. Vous savez, toujours, la polémique, c'est... mais Rémi, Johan aime beaucoup ça. Mais dans l'idée, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France ? Mais ça sert à rien parce que nous, au Front de Gauche, par exemple, on dit qu'on manquait énormément de fonctionnaires dans l'hôpital public, dans l'éducation nationale, dans la police, dans la gendarmerie, dans la justice. On manque de fonctionnaires. On n'a jamais eu autant besoin de services publics et de fonctionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore trop de fonctionnaires, qu'il y en a assez, qu'il faut augmenter certains secteurs de la fonction publique ? Est-ce qu'il y a assez de policiers et de gendarmes, par exemple, de militaires Moi, je crois que globalement, on a une fonction publique qui est massive. Et j'entends dire, encore une fois, je ne suis pas expert, mais qu'on n'a pas des services publics meilleurs ou particulièrement meilleurs qu'ailleurs. Bon, d'autres pays font aussi bien avec moins. Donc j'ai le sentiment qu'il y a des fonctionnaires qui sont de qualité, des fonctionnaires qui sont dévoués, mais j'ai le sentiment qu'il y a une nécessité de redéployer, premièrement, beaucoup de fonctionnaires, et deuxièmement, alors là, je parle à mon nom, je ne parle pas au nom d'une famille politique, mais je crois qu'effectivement, il faut aligner peu à peu, puisqu'on parle de solidarité, notamment à gauche, il faut aligner le statut des fonctionnaires sur celui du privé. Il n'y a plus aujourd'hui aucune justification à cette espèce de différence de traitement qui est systématiquement fait à l'égard des fonctionnaires. Je pense notamment à la réforme des retraites qui est actuellement à l'étude, où beaucoup de syndicats de fonctionnaires sont vent debout à l'idée qu'on puisse... Il faudra augmenter les salaires des fonctionnaires, alors, au même niveau que ceux du privé. Par exemple, un fonctionnaire à Bac+5, je dis ça me concerne un petit peu, sera payé du simple au double, qu'il soit embauché dans le privé ou dans la fonction publique. Oui, mais alors pourquoi il va dans la fonction publique ? C'est l'amour de l'intérêt général, de servir le service public et les citoyens. Oh, c'est beau. Donc c'est qu'il n'est pas intéressé par une augmentation de salaire. Donc vous voulez lui maintenir son salaire plus bas que dans le privé, mais aligner son régime de retraite sur le privé. Non, je dis pas. Moi, je veux rien. Moi, je dis il faut assumer. Il faut essayer d'assumer ses choix. Donc ils continuent à être payés moins cher, mais ils ont quand même les retraites. Non, mais je dis pas je dis pas que c'est bien d'être payé moins. C'est pas le propos que j'ai. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a ici ou là des différences de traitement qui ne me paraissent plus justifiées. Oui. Mais il y a sûrement en défaveur du privé. On va devoir stopper. Mais les fonctionnaires sont plutôt moins bien lotis que le privé en termes de carrière, de rémunération, de retraite. Tout cela, quand vous faites le solde, financièrement et en termes de qualité de vie, souvent il vaut mieux être dans le privé en termes en tout cas de traitement. Vous le reconnaissez que les fonctionnaires ne gagnent pas assez quand même. Non mais on peut pas rentrer dans un débat parce que Thomas va nous engueuler. Mais exactement. Il faut. Non mais vous répondez pas à ma question de pourquoi vous voulez aligner à la baisse quand ça fait des économies à l'État et pas aligner à la hausse quand ça pourrait faire des avantages aux fonctionnaires. Parce que vous n'évoquez que les salaires. Il faut regarder les horaires, il faut regarder les carrières, il faut regarder la sécurité. Il faut regarder la sécurité du parcours professionnel. Non, d'accord, mais le service public hospitalier, ça fait partie des services publics qui ont été saignés par les coupes libérales, qui souffrent énormément, et c'est un service public qui est en déperdition totale. Les gendarmes et les policiers souffrent énormément au travail à cause des coupures faites par la droite. Ok, mais justement, c'est une coupure qui nous attend, celle d'une petite pause sur les ondes de Radio Axe Sud, et on se retrouve juste après pour parler local et municipal avec Éric Mouton. A tout de suite.
Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes de Radio Axe Sud et sur la Web TV du Journal Toulousain pour ce nouveau numéro de Zoom sur l'actu, avec aujourd'hui autour de nos chroniqueurs Rémi Vincent et Johan Rovita, Éric Mouton. Alors Éric Mouton, il a beaucoup de casquettes parce qu'on l'a pas dit, donc c'est un avocat toulousain, mais à l'UDI il y a plusieurs casquettes, puisque tu es donc administrateur provisoire d'Alliance Centriste. Et également président de l'association Rive droite, rive gauche, qui est l'association de Christine de Vérac. Alors, juste avant de rentrer dans le débat municipal, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es administrateur provisoire d'Alliance Centriste ? L'Alliance Centriste a connu une évolution en termes d'adhésion et un renouvellement, j'ai envie de dire, de pas mal d'adhérents. Donc, c'est forcément posé la problématique de mettre en cohérence ces nouveaux adhérents avec le bureau actuel. Bon, une réunion a eu lieu il y a quelques semaines, les choses se sont un peu crispées, on s'est expliqué et on a constaté un blocage institutionnel, on va dire. Et dans ces conditions, Jean-Arthur m'a demandé d'essayer de mener une mission de médiation, d'apaisement et de faire évoluer les choses pour créer les conditions d'un dialogue et de création de nouveaux bureaux. C'est ce qui est en train de se faire. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de problème majeur. On se parle, on est en train de se restructurer. Ceux qui étaient dans le bureau et d'autres, et les choses vont se mettre en place assez rapidement. Rive droite, rive gauche, quelle est la finalité de l'association ? Rive gauche, c'est un super outil parce que Christine de Vérac a créé cette association il y a quelques mois, préexistait déjà un petit peu, et c'est une association formidable parce qu'on est fédéré autour des problématiques de la ville de Toulouse et de l'agglomération toulousaine, mais ça va au-delà justement des problématiques politiques, des courants de pensée. Ce sont des gens qui viennent de tous horizons, qui n'ont pas forcément envie de faire de la politique comme on le voit trop souvent, qui veulent surtout pas une carte d'un parti politique, mais par contre qui veulent s'intéresser qui s'intéressent aux problèmes de la ville, qui trouvent nos idées intéressantes et puis surtout qui contribuent à l'élaboration de ce qui sera demain pour partie, les idées qui constitueront le programme aussi de Christine de Vérac aux élections municipales. Et c'est une richesse dans laquelle on va puiser chaque jour. Allez, on y va. Je sens que ça va être chaud. Johan, les municipales, Christine de Vérac. Oui, alors moi sur Christine de Vérac, je suis très à l'aise puisque je l'ai connue en tant que présidente de l'UMP quand j'ai adhéré. Donc je suis très à l'aise pour parler d'elle. Donc à l'époque où tu n'étais pas porte-parole de cette formation. Non, j'étais pas porte-parole, mais elle était présidente. Tu étais tout petit. J'étais un militant normal qui prenait pas la parole, mais je l'ai connue à cette époque-là. Donc j'aimerais revenir sur cette campagne qui, moi, en tant que porte-parole, en tant que militant UMP, en tant que Toulousain, la campagne de Christine de Vérac, je n'y comprends rien. Alors, sur le fond et sur la forme. Sur la forme, Christine de Vérac, si je comprends bien, explique partout qu'elle n'est pas la candidate des partis politiques, qu'elle n'est pas dans la cuisine politicienne, que c'est la candidate des Toulousains, qui parle aux Toulousains, qui construit son projet avec les Toulousains, et que la politique, la vie politique, les appareils politiques, c'est pas pour elle. Christine de Vérac, elle a commencé comme attachée parlementaire de Valéry Giscard d'Estaing, députée européen, adjoint au maire de Toulouse, présidente de l'UMP et aujourd'hui à l'UDI. Donc, je pense que sortir comme ça et mettre les appareils politiques de côté, je trouve que c'est pas très loyal de sa part. Sur le fait de dire aux Toulousains, voilà, la campagne c'est vous, moi je distille mes petits projets, un grand auditorium, un grand stadium, une grande ville européenne, et puis le projet ça sera fait par vous. Moi je n'y crois pas, en tant que tout simplement citoyen investi en politique, je n'y crois pas. Et sur la forme, alors là j'y comprends encore moins, puisque j'ai l'impression que Christine de Vérac persiste et signe dans une démarche où elle est de plus en plus esselée. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des personnalités comme Jean-Jacques Bolzan, François Chollet, qui ont rejoint la candidature légitime de Jean-Luc Moudenc. C'est pas le même cas de figure, parce que François Chollet est à l'UMP. Oui, tout à fait. Oui. Alors que Jean-Jacques Bolzan est à l'UDI. Oui. Mais je comprends pas quelle est la finalité de Christine de Vérac, en fait. Parce que j'ai lu, je me trompe pas, je l'ai lu tout à l'heure, Christine de Vérac a dit « Je ne suis pas candidate car j'ai envie de me retrouver dans le bureau du maire de Toulouse, mais pour que notre ville bouge. » Très bien, mais tout le monde. C'est ce qu'elle a déclaré dans l'interview du Journal Toulousain il y a 15 jours. Voilà. Alors, pourquoi Christine de Vérac, tout simplement, ne rejoint pas Jean-Luc Moudenc ? Alors d'abord,
sur les Tout ça pour en arriver là, Johan. Oui, sur les appareils politiques, on ne peut pas, dans un réquisitoire, parce que ça n'a un peu le ton, en réalité, dire tout et son contraire. Dire qu'elle bénéficie des appareils politiques et dans le même temps dire qu'elle se situe un peu nulle part, finalement, sur l'échiquier politique. Nulle part ou partout, c'est selon. Lorsqu'elle a été interrogée sur l'investiture de l'UDI au municipal, si vous avez bien écouté, et je crois que vous êtes attentif à tout ça, elle a toujours dit, investiture ou pas, c'est pas le problème. Hein. Moi, j'avance, je construis mon projet avec les Toulousains. On verra bien si l'UDI m'investit ou s'il ne m'investit pas. C'est pas le problème aujourd'hui. Mon problème, c'est de construire un projet parce que je trouve que Toulouse manque d'ambition. Elle n'a pas dit autre chose. Il se trouve qu'elle est soutenue aujourd'hui par l'UDI, puisqu'elle est investie. Elle est soutenue aussi par le MoDem qui était là à la déclaration de candidature, et c'est bien la démonstration qu'elle rassemble, qu'elle fédère au-delà d'une simple famille politique. Donc aujourd'hui, vous dites qu'elle était scellée. Sur le terrain politique, je n'en ai pas du tout le sentiment. Et sur le terrain des personnalités, je vous invite à venir voir comment ça se passe quand Christine circule en vide ou qu'elle va dans un vide-grenier ou dans une manifestation. Vous verrez les marques d'enthousiasme qui lui sont manifestées. C'est quand même assez impressionnant. Je pense que j'ai connu Christine Devérac à l'UMP, elle avait toujours un petit noyau autour d'elle dans le bureau. J'ai l'impression que sur Twitter, sur Facebook ou sur ses interventions, c'est toujours ce même petit noyau. Moi, je ne sais pas si Christine Devérac soulève les foules, si c'est le cas, tant mieux pour elle, mais je pense qu'il y a quand même une stratégie qui n'est pas honnête. C'est-à-dire que quand on regarde sur les réseaux sociaux, ses soutiens ont toujours tendance à en rajouter. Moi, je me souviens, Christine Devérac a fait une conférence à l'Université de Toulouse, où il y avait le président Cyr sur l'Europe. J'ai assisté du début à la fin à cette conférence. Ils étaient 17 dans un amphi de 400 places. Grégory Michel, qui est, alors je ne sais pas s'il est responsable des jeunes UDI, ou du moins... Exactement, voilà, il est responsable régional des jeunes UDI. Oui, c'est ça. Mais sur Twitter, un amphithéâtre plein, c'est pas grave de parler qu'à 17 étudiants, c'est pas grave d'aller dans un vide-grenier et d'être que 3. On peut aussi avoir un discours passionnant devant 17 étudiants. On reconnaît l'esprit provocateur. C'est l'expérience qui parle ou quoi? Non, mais je comprends pas l'intérêt d'aller de mentir comme ça. Pourquoi on peut dire que Christine Devérac elle est dans un amphi avec 17 étudiants, c'est pas grave. Moi je sais pas qui ment ou qui dit la vérité. Moi je peux vous dire qu'en septembre 2012, quand on a inauguré Rive droite, Rive gauche, dont la présidente était Christine, il y avait 600 ou 700 personnes, c'était plein à craquer, on pouvait plus bouger un bras. Quand Borloo est venu soutenir Christine Devérac au mois de janvier ou au mois de février, je ne sais plus, la salle était pleine à craquer, on a dû laisser les gens dehors. Chaque fois qu'une manifestation est organisée, je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a beaucoup plus de monde que prévu. Alors vous dites, il y a eu une fois 17 personnes, je ne sais pas de quel épisode vous parlez, mais moi je peux vous dire qu'à chaque fois que j'assiste à une manifestation, quand Hervé Morin est venu l'autre soir, la salle était 10 fois trop petite, ça bousculait pour rentrer. Donc, oui d'accord Eric, mais vous n'avez pas Hervé Morin et Jean-Louis Borloo tous les jours. Non, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un était scellé. D'abord, quand on a l'appui de personnalités comme cela, et ensuite, quand on a la ferveur de tant de Toulousains que ça autour de soi. Alors, par contre, dans la réponse que tu as formulée à Johan, tu as parlé de l'investiture. Alors aujourd'hui, Christine Devérac est investie donc, par l'UDI et soutenue par le MoDem. Est-ce que ça veut dire que si elle n'avait pas obtenu l'investiture, elle serait quand même allée au bout? Alors, difficile de lire dans les pensées de Christine, mais c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, parce que sa détermination a toujours été totale, parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, elle n'est pas là simplement pour négocier quoi que ce soit ou pour s'asseoir pour le plaisir dans le fauteuil du maire, parce qu'elle a le sentiment qu'aujourd'hui il y a un manque d'ambition dans cette ville et qu'elle a le sentiment de pouvoir incarner un renouveau. Johan. Donc investiture ou pas, elle a construit sa campagne, encore une fois, autour d'associations, autour de personnalités diverses et non pas autour d'appareils politiques. Donc investiture ou pas, sa détermination était totale. Alors on a écouté l'UMP, Christine Devérac vue de la gauche, ça donne quoi Rémi? Moi, le débat entre Christine Devérac ou Moudin, ça m'intéresse assez peu. On voit dans l'échange entre Johan et M. Mouton que les différences, elles sont
pas essentiel et pas fondamental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu à quoi servent les municipales et à quoi sert une collectivité en temps de crise. J'entends beaucoup et ça, droite ou gauche, de personnes qui disent que les municipales, ça peut être l'occasion, en tout cas une collectivité peut être l'occasion d'atténuer les effets de la crise pour les concitoyens qui souffrent du chômage, qui souffrent d'une baisse du pouvoir d'achat et de tous les autres effets négatifs de la crise. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti hier et qui a donné le chiffre. Le nombre de SDF a doublé en France lors des 10 dernières années. Les 10 dernières années qui sont, comme vous l'aurez tous noté, à peu près entièrement 10 années de droite, dont l'UDI a fait partie au dernier quinquennat. Et je voulais savoir quelles mesures concrètes il y aurait dans le programme de l'UDI pour améliorer la vie des Toulousains. Outre le côté culturel d'un auditorium, d'un stadium, outre le côté faussement sécuritaire de nouvelles vidéos, de caméras de vidéosurveillance, qu'est-ce que concrètement pour améliorer la vie des Toulousains, pour la mère de famille qui finit pas les fins de mois, pour l'étudiant qui galère pour aller à la fac et qui doit travailler au McDo en même temps. Concrètement, voilà, quelle mesure va améliorer la vie des Toulousains ? La vie des Toulousains, une municipalité n'est pas là pour générer du pouvoir d'achat ou pour faciliter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ce n'est pas du ressort d'une municipalité. Une municipalité ou une communauté d'agglo est là pour créer un cadre, pour créer des conditions de l'exercice normal d'une vie citoyenne, créer des équipements, créer des événements culturels, comme vous l'avez rappelé. Elle n'a pas vocation à sortir notre pays de la crise économique. Ce n'est pas du tout dans ses attributions. Si, par exemple, sur les tarifs des transports, sur la loi de réquisition des logements vides, que le maire, en tant que préfet de commune, a le droit d'appliquer. Vous ne pensez pas que là, il y a un levier en temps de crise extrême, par exemple, à un moment de l'année où il y a des températures à moins 10, moins 20, c'est peut-être pas un moment où on peut loger des SDF ou des gens qui sont en galère et qui n'ont pas de toit. C'est un ressort d'une municipalité. Est-ce que c'est le genre de mesure que pourrait prendre Christine de Vérac ? Je ne sais pas, ça, il faudra lui demander à elle. Moi, vous êtes son porte-parole ou non, vous êtes un des porte-parole de... Non, je ne suis pas du tout son porte-parole. Moi, je suis membre de l'UDI, mais je ne suis pas... Un peu président de son association, quand même. Non, président de l'association dans laquelle elle n'est plus aujourd'hui. Oui, d'accord. Et qui n'a pas vocation aujourd'hui à présenter un programme. On est là pour l'élaborer, le programme. Après, moi, je suis de toute façon... par définition, jamais totalement favorable à la gratuité. Je n'ai pas parlé de gratuité, moi j'ai dit... Si, vous avez parlé de la gratuité des transports. Ou alors baisse des tarifs, alors baisse des tarifs, peut-être, mais la gratuité partout, pour tous. Vous savez, dans la vie économique, et si vous faites un peu d'économie, je pense que vous en faites, toute gratuité se paye. Vous savez, parce que ce qui est gratuit pour l'un se paie par l'autre. Voilà. Alors, ça n'a jamais été... C'est la répartition des richesses. Oui, mais ça n'a jamais été en affaiblissant les riches qu'on a enrichi les pauvres. Mais on contribue chacun selon ses moyens, c'est une règle de base. Chacun selon ses besoins. S'il suffisait d'appauvrir les riches... Non, oui, mais la richesse, elle se partage, mais il faut qu'elle croisse pour qu'elle puisse se partager, voyez-vous. Et si vous ne la faites pas croître, vous n'arrivez plus à la partager. Et le gâteau se rétrécit petit à petit. Donc la seule chose que vous avez à proposer aux Toulousains qui souffrent de la crise, c'est des musées, de la musique, des équipements sportifs, des nouveaux trottoirs, des nouveaux lampadaires, des nouveaux espaces verts, un peu de démocratie locale. Vous n'avez aucune mesure qui améliorerait la vie concrète des gens. Vous pensez que c'est absolument pas du ressort de... Non, mais les mesures, elles se prennent déjà. Elles se prendront encore dans l'avenir. Il y a des mesures pour les étudiants, il y a des mesures pour les plus faibles, et puis une politique municipale... Oui, mais lesquelles ? Parce que vous me dites il y en a, mais donnez-moi des exemples de... Parce que moi, je vous en ai donné des exemples de mesures qui améliorent la vie des gens. Une politique municipale, elle s'articule aussi avec la politique du Conseil général et avec la politique du Conseil régional. Vous ne pouvez pas prendre un problème, par exemple sur les transports, et dire qu'allez-vous faire au sein de la commune. Tout ça mérite une réflexion entre collectivités territoriales et en fonction de l'État. Les tarifs de TCO, c'est le Conseil général et régional. Oui, on va peut-être stopper sur cette partie-là. Johan. Alors moi je voudrais reprendre... je te sens bouillant. Alors j'ai bien compris que Christine de Vérac levait les foules dans les vides-greniers. Il y a un endroit où elle ne lève pas les foules, c'est dans les sondages. Puisque selon les derniers sondages, Christine de Vérac ne dépasse pas les 3%. Vous parlez de celui avec Bouscatel et avec... il n'y en a eu que deux. Dans les deux cas, il y avait Forger et Bouscatel. Avec Forger et Bouscatel, les candidats fantômes. Si vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Parlons-en. On sait très bien que pour Forger et Bouscatel, ces gens-là vont voter Moudenc, qui est la personnalité centriste historique de Toulouse. Savez-vous comment on appelait François Hollande il y a quelque temps ? Vous savez comment on l'appelait ? Capitaine de pédalo. Oui, mais avant. On l'a appelé Monsieur 3%. Vous vous rappelez de ça, peut-être ? Voilà. Oui, c'était les premiers sondages qu'il y avait eu pour la primaire au Parti socialiste. Voilà, non mais je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez en tirer.
Alors, sauf qu'à l'époque, il y avait Dominique Strauss-Kahn qui était dans la course. Il y a toujours des saufs, des peut-être et des oui mais encore une fois, on veut comparer des situations. Comparons, je vous dis, 3% Hollande. Jean-Louis Borloo à Valenciennes a démarré sa campagne, je crois qu'il était à 5 ou 6%, il est devenu le maire de Valenciennes. Bon, voilà, des exemples concrets qui font que si vous voulez aujourd'hui entendre dire Christine de Veyrac se décourage parce qu'elle est donnée à 3%, c'est mal la connaître d'abord. Et ensuite, c'est se baser sur des sondages qui sont totalement faux et inexacts. Donc on verra quand il y aura de vrais sondages comment les rapports de force s'articulent à Toulouse. Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour le dire. Là, je dois reconnaître qu'il a plutôt raison. Jean-Luc Mélenchon partait à 3 ou 4% à 6 mois de l'élection. Il a fini à près de 12%. Donc c'est vrai que les sondages... Et d'ailleurs, dans le sondage dont parle Yoann, le front de gauche autonome du PS au premier tour est à 10% avec Jean-Christophe Célin, tête de liste, devant les écolos. Donc vous serez à 20, c'est ça que tu veux dire? On sera au-dessus de 10, mais c'est un sondage très prometteur pour nous. Alors, par contre, si on parle donc de ces sondages, qu'est-ce qui pourrait faire arrêter Christine de Veyrac dans cette course au Capitole? Franchement, aujourd'hui, je ne vois pas. Alors parce qu'on est obligé de parler des rumeurs, des choses qu'on entend, comme quoi cette candidature serait là pour glaner une place aux européennes ou une place aux sénatoriales, par exemple. C'est faux? C'est totalement faux. Nous, on a sincèrement aujourd'hui le sentiment que Toulouse ne peut se reprendre que par le centre. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec ça. Nous, on a le sentiment aujourd'hui qu'il n'y a que l'UDI qui est capable de fédérer sur ce territoire dont on connaît l'histoire, Baudis, Douste-Blazy, etc. On a le sentiment qu'il n'y a que l'UDI qui est capable de faire ça. C'est pour ça que Christine de Veyrac est investie dans cette démarche. C'est pas pour enquiquiner tel ou tel. Yoann, dernière question. Alors, 2 petites dernières questions. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ça veut dire que le centrisme historique à Toulouse, c'est pas Jean-Luc Moudenc? C'est ma première question. Et deuxième question, par rapport donc, à la question de la liste commune, par rapport à la présidence de l'UDI, on avait Philippe Lasterle qui était, si je ne me trompe pas, plutôt favorable à la liste commune, et Jean Iglesias qui a gagné, qui donc défend plutôt la position de Christine de Veyrac. C'était leur différence de fond. Comment l'UDI en interne, vous allez vous structurer et travailler ensemble les deux camps, un peu, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tout le monde va rallier Christine de Veyrac? L'UDI, c'est un parti démocratique. D'ailleurs, vous le voyez, les discussions sont parfois vives. On a un président, Jean Iglesias, on a un bureau, on a une ligne directrice aujourd'hui, elle est clairement définie. Donc tous ceux qui sont au sein de l'UDI suivront clairement la ligne qui a été définie. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Il y a le temps de la discussion et puis il y a le temps du vote. C'est comme ça que respire une démocratie, même au sein d'une famille politique. On a discuté, on a voté, une majorité a été dégagée. Aujourd'hui, on suit cette majorité, il n'y a aucune difficulté. Donc Philippe Lasterle se trompe? Non, mais c'est pas qu'il se trompe, c'est qu'il a sa propre vision des choses, il a un choix qu'il a souhaité exprimer, en ce compris dans la presse. S'il suit la voie de la majorité, il comprend que la majorité ne pense pas comme lui aujourd'hui. Très bien, alors juste 30 secondes. Juste pour Rémi, rebondir parce sur une phrase de Yoann qui me fait rire, c'est Jean-Luc Moudin, centriste de Toulouse. Jean-Luc Moudin, c'est quand même celui qui copine avec Estrosi en réunion publique, qui signe une loi pour l'amnistie des exilés fiscaux, ces pauvres chéris qui sont trop taxés en France et qui vont placer leur argent à l'étranger, et qui était contre la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. Tu l'as déjà dit, ça. En tant que centriste. Non, mais bon, il faut tu l'as déjà dit, et Jean-Luc Moudin, t'as déjà répondu par voie de presse. Oui. Vivement que Jean-Luc Moudin vienne, qu'ils puissent en parler tous les deux. Quand même. Mais on l'invitera. Pour conclure, puisque c'est la dernière émission de la saison, j'ai demandé à Rémi et à Yoann de sélectionner un événement politique qui les a marqués durant cette saison de Zoom sur l'actu. On va commencer par Rémi. Oui. Alors moi j'avais choisi un thème, je te l'avais dit, je voulais revenir sur l'affaire Cahuzac qui pour moi cristallisait bien tout le pourrissement de la Ve République et le copinage des élites entre elles et la nécessité de mettre un bon coup de balai à tout ça. Et j'ai choisi évidemment, vu les derniers rebondissements d'hier et d'aujourd'hui, de parler de l'affaire Snowden-Evo Morales. Edward Snowden, il était consultant pour une boîte de sous-traitance qui travaille pour la NSA, là-bas, c'est l'agence de sécurité intérieure aux États-Unis. Et il a dénoncé tout le système généralisé de millions d'écoutes d'espionnage et de surveillance de personnes et de pays, et nous-mêmes, et donc des concitoyens de la patrie républicaine des Français, espionnés par le grand empire américain qui se croit tout permis partout dans le monde.
On apprend que les USA avaient connaissance notamment de tous nos arguments dans le cadre de la négociation pour le grand marché transatlantique. Vous savez qu'il y a des négociations en ce moment avec les États-Unis, et donc les Américains savaient tout ce que les Européens allaient amener sur la table des négociations, alors que même nos parlementaires n'avaient pas le droit de le savoir parce qu'il fallait protéger ce secret-là. Donc ça, c'est le premier scandale. Les États-Unis le poursuivent pour le punir, ce qui est un second scandale et d'une violence inouïe. Edward Snowden, pour nous, c'est un bienfaiteur. Il faut absolument l'accueillir. Nos lois et notre constitution prévoient qu'on peut accorder... Donc tu demandes l'asile politique. Non, mais non seulement je demande l'asile politique pour Edward Snowden, et toute la gauche le demande, et même des partis de droite, dont l'UDI, demande l'asile politique pour Edward Snowden. Mais je condamne fermement que la France lui ait refusé cet asile politique, et qu'on ait fait l'outrage de bloquer l'avion présidentiel d'un président démocratiquement élu et allié, Evo Morales, qu'il a mis en danger et qui est une honte pour notre patrie républicaine. C'est encore une fois la preuve que sous la gouvernance Hollande, mais c'était déjà le cas sous Sarkozy, on est aligné sur les intérêts atlantistes, c'est une honte. Et moi qui aime mon pays et qui suis patriote, si nous étions en responsabilité, nous serions indépendants et de la Commission européenne, nous ne serions plus une province de la Commission européenne, et des États-Unis, et nous sortirions de l'OTAN, et nous ferions ce que nous voudrions sur notre territoire, et on accorderait l'asile politique à qui on veut. C'est une honte, et en tant que Français, patriote et républicain, j'ai très honte aujourd'hui de ce qu'a fait notre président de la République. Alors, ça tombe bien, Eric est également, j'allais dire, une des stars du barreau de Toulouse. On le voit souvent dans certaines grosses affaires. L'asile politique dont parle Rémi, tu es entièrement d'accord avec lui ? Je suis plutôt d'accord sur l'asile politique. Après, c'est un dossier que j'ai franchement pas regardé parce que j'ai été très pris ces derniers jours par la fin de l'année judiciaire, et c'est vrai que j'ai pas suivi ça de près, mais enfin, a priori... j'ai pas de raison d'être en désaccord. Jean-Marie Cavada de l'UDI a dit qu'il réclamait l'asile politique. Tout à fait, j'ai pas de raison d'être en désaccord avec ça. Johan. Je parle de l'asile politique, pas du couplet qui a précédé... Je me doutais. Johan, quel est l'événement qui t'a marqué dans cette saison politique ? Moi, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est l'affaire Nicolas Bernarbus. Alors, c'est un prénom qui n'était pas beaucoup et un nom qui n'était pas beaucoup connu il y a peu de temps. C'est le jeune de la Manif pour tous, alors, je ne sais pas s'il faut encore appeler ça comme ça, qui a été condamné et incarcéré, qui dort à Fleury-Mérogis depuis le 19 juin. Calme-toi, j'ai encore rien dit, Rémi. Rémi, il est très sensible sur le sujet, sur Twitter. Donc moi, je reviens pas sur le débat, la question, elle n'est pas là, ni sur la condamnation, mais c'est vraiment le choc, moi, que j'ai eu sur le 2 poids 2 mesures par rapport à cette condamnation et par rapport à tout ce qui a pu se passer, notamment l'histoire du RER à Paris, l'histoire de la soirée du PSG à Paris. C'est vraiment, je trouve... le symbole d'une justice qui est plus forcément très très indépendante et qui va facilement condamner un jeune qui il est peut-être 100% en tort, la question elle n'est pas là, hein, Rémi, mais je pense que 2 mois de condamnation, mandat de dépôt, c'est pour moi très dur, je pense, pour un combat et des faits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir à la télé. Je vois Rémi qui se prend la tête. Après, il va répondre. Je pense que non, je dis pas qu'il faut condamner plus fermement, mais il y a des actes quand même qui sont choquants. Quand tu allumes ta télé, que tu regardes BFM et que tu vois des jeunes saccager des vitrines, s'en prendre physiquement à des gens, brûler des voitures, ce jeune, il a fait quoi ? Il a défendu ses valeurs et il a refusé de se faire arrêter par la police, il a donné une mauvaise identité, il a refusé de donner son ADN. C'est illégal, mais je pense qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures qui serait temps d'arrêter. Juste une seconde, je te sens Rémi bouillant sur le sujet, mais une seconde. Enfin, je m'en fous moi de l'état de la droite, mais c'est triste cette dérive berlusconienne qui est de condamner et de traiter les juges de gauchistes, de marxistes. C'est pas les mêmes juges qui ont jugé cette affaire et les autres. En l'occurrence, c'est le même juge qui a jugé Michael Youn 1 mois avant pour outrage à des policiers et qui l'a laissé ressortir. On va peut-être pas comparer avec Michael Youn. Non, mais c'est le même juge. Monsieur Mouton qui est avocat, il va peut-être pouvoir nous éclairer, mais les juges du siège, ils sont pas en contact direct avec le président de la République, il lui dicte les peines à appliquer, que le parquet des consignes politiques, c'est le rôle du parquet, que les juges du siège et des consignes, c'est idiot. Celui-là, en plus, il a fait le malin, il a donné des faux noms. Il n'avait pas le droit de donner un faux nom, il a été condamné en première instance pour, je ne sais pas comment s'appelle l'infraction, il a réitéré, il a refait la même chose 2 semaines après, quand il a été recontrôlé, il a redonné un mauvais nom. Et en plus, pendant son procès, il a fait le malin, il a voulu se poser en martyr, alors que c'est un réactionnaire total, il a voulu se poser en martyr, il a fait le malin devant les juges, donc les juges ont dit, vous aurez votre place de martyr, donc on vous envoie en tôle, et c'est un martyr pour tous les réactionnaires de la terre. La parole est à l'avocat. Non, enfin, moi j'ai pas de commentaires particuliers, les dossiers, il faut les regarder, il faut les connaître.
honnête, je ne sais pas si ce garçon avait un casier, s'il n'en avait pas, comment il s'est comporté. Enfin, c'est extrêmement compliqué de commenter un dossier, une décision judiciaire. D'abord, à un principe, on ne devrait pas. Et ensuite, quand on le fait, je crois qu'il faut d'abord s'entourer des garanties de connaissance du dossier. Comme je ne les ai pas, moi, j'ai pas de le symbole qu'il y a derrière tout ça. Même Maître Eolas, qui a défendu une des personnes sur son blog, a dit que c'était une décision sévère, mais normale, et qu'il avait un petit peu cherché au vu de son comportement au tribunal. Donc, Messieurs, je vous remercie pour cette émission. Je remercie également les chroniqueurs pour cette année passée ensemble. Et j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée. Donc merci Johan, merci Rémi. Je remercie également Stéphane Beaumont qui n'était pas là, qui était du côté de Pau aujourd'hui. Je remercie également Patrick Aubin de l'UDI, donc un confrère de Monsieur Mouton. Et je remercie également Pierre-Nicolas Bapt, secrétaire départemental du Parti radical de gauche. Ces trois-là nous ont également accompagnés toute la saison. Et je remercie aussi Christian Saint-Blanca, le patron de Radio Axe Sud, qui nous a reçus toute l'année ici dans ces studios. Et c'est aussi grâce à cette collaboration qu'on a pu faire beaucoup de choses. Et j'espère que l'année prochaine, avec les élections municipales qui nous attendent, on pourra faire de grandes choses ensemble. Merci à tout le monde et à très bientôt sur les ondes de Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain. Ciao. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook.